Alors, je suis docteur Bayra Amer, un assistant en neurologie, en service d'urologie. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours intitulé Les tumeurs de vessie. C'est un cours très long, on va insister sur les éléments, c'est l'essentiel, ce qui vous concerne comme externe. Sur le data show, vous avez trouvé des détails assez larges, mais il faut concentrer sur ce qui est très intéressant pour vous. Alors, les tumeurs de vessie, pour commencer un cours, c'est pas toujours. Il y a une grande différence entre un cours classique et les conduites à tenir. Un cours classique, il faut élargir et détailler tous les titres. De l'introduction vers le rappel anatomique, rappel physiologique, la clinique, les examens paracliniques, le diagnostic positif, on va la prise en charge thérapeutique, le traitement des complications, on va de conclusion. Pour commencer un cours, il faut avoir des idées claires en matière d'anatomie et de physiologie, de physiopathologie sur l'organe en lui-même. La vessie, c'est un réservoir musculo-membraneux dans lequel s'accumulent les urines dans les intervalles de miction. La miction, c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire contrôlé par un sphincter lisse involontaire et un sphincter strié, c'est le sphincter qu'on contrôle nous-mêmes lors de la miction. Avec des couches, une muqueuse, la musculeuse et la séreuse. La muqueuse, le type de l'épithélium qui recouvre la muqueuse vésicale, c'est un épithélium de type pseudostratifié, un épithélium érothélial. Ça facilite un peu la chose. Ce sont des tumeurs érothéliales. Les plus fréquentes sont les tumeurs érothéliales. Si on passe. Ce qui nous intéresse aussi comme chirurgien, c'est on prend les types anatomopathologiques, on parle de la muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Puis on parle des rapports anatomiques. Ce sont des rapports très intéressants. Pourquoi? En chirurgie, c'est une chirurgie d'exérèse en cas de tumeur ou de résection. Ce qui nous intéresse, c'est de préserver ou de faire une chirurgie carcinologique, préserver les organes de voisinage, préserver le pronostic fonctionnel du malade et de faire une chirurgie carcinologique. Pour la femme, on a des rapports en avant, c'est la symphyse pubienne. Au-dessus, c'est le cul-de-sac vésico. Le cul-de-sac vésico-utérin. En arrière, c'est le vagin. Et au-dessous, c'est le diaphragme pelvien. Chez l'homme, au-dessus, c'est les anses grêles via le péritoine. En avant, c'est la symphyse pubienne. En bas, c'est la prostate. En arrière, les vésicules séminales, le cul-de-sac de Douglas, puis le rectum. Les tumeurs de vessie sont les tumeurs les plus fréquentes qui occupent la deuxième place en matière de fréquence en neurologie. La tumeur ou le cancer le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate. Mais vu le manque de dépistage ou la méconnaissance des moyens de dépistage, dans notre pays, ou la non-réalisation des dépistages individuels et pas un dépistage de masse pour les cancers de prostate, et la fréquence des récidives pour les tumeurs de vessie, on constate ou on observe dans les services d'urologie qu'on a plus de tumeurs de vessie que des cancers de prostate. Ça, c'est en rapport avec le manque de dépistage. Personne ne fait le toucher rectal ni on ne demande l'auto de Piazza, malgré que on ne peut pas dire obligatoire, mais c'est un dépistage individuel. On propose aux patients au-delà de 50 ans de lui faire un taux de Piazza annuel plus un toucher rectal. Pour les autres, pour les patients qui ont des parents de premier degré, soit de façon ascendante ou la collatérale, des parents qui ont fait des cancers de prostate ou qui ont été traités pour des cancers de prostate, il faut commencer le dépistage à partir de 45 ans. C'est 7e place, tout cancer confondu, second cancer urologique, 3% de décès par cancer et incidence en augmentation
d'environ 1% par an. Pour les facteurs de risque, on a les facteurs de risque prouvés, les facteurs de risque évoqués et d'autres facteurs de risque. Les facteurs de risque prouvés, le premier facteur de risque, c'est le tabagisme. C'est le premier facteur de risque. On parle aussi des carcinogènes industriels, c'est les personnes qui travaillent dans les imprimeries, les personnes qui travaillent avec les carburants et les textiles, réparation d'automobiles, qui mettent les tôliers, les produits, les carburants. Les imprimeries, le produit les imprimeries. On a les infections par le parasite bilharziose. La bilharziose. Elle développe des tumeurs de vessie type épidermoïde. Elle pond ses œufs au niveau de l'arbre urinaire, ce qui crée des effets mécaniques, des inflammations. Les facteurs de risque liés aux patients, c'est les autres facteurs de risque, c'est les facteurs de risque évoqués. La cystite chronique, c'est toute irritation, toutes les irritations de la muqueuse vésicale peut être à l'origine d'un cancer. La métaplasie, peut-être comme une métaplasie épidermique. Après la métaplasie, c'est le développement des cancers type épidermoïde. Le sondage Ademers, ce sont les patients qui doivent bénéficier d'un sondage Ademers. Ce sont les patients, par exemple, qui ont une rétention vésicale chronique, avec impossibilité de réaliser une intervention chirurgicale. Les patients qui ont une vessie rétentionniste neurologique, après un traumatisme du rachis ou des neuropathies périphériques liées au diabète. L'extrophie vésicale, c'est une malformation congénitale qui se définit par l'absence ou l'agynésie de la paroi vésicale antérieure et de la paroi abdominale. On trouve une déhiscence de la paroi abdominale. Les deux mia érythéros sont mis à nu. Tu vois qu'elle a la vessie, les deux mia érythéros, tu vois la paroi vésicale antérieure. Il faut les opérer en urgence dès le premier jour. Il y a ostéotomie des deux crêtes iliaques, rapprochement de la paroi vésicale, rapprochement de la paroi musculaire. Pour éviter une exposition à l'air ambiant, l'exposition chronique de la paroi vésicale, elle favorise le développement des tumeurs de vessie. Le traitement par les cyclophosphamide, c'est un produit utilisé en chimiothérapie, l'irradiation pelvienne et le rôle des virus oncogènes, rétrovirus, papillomavirus et herpès. Les facteurs liés aux patients, le caractère génétique en matière de tumeurs de vessie n'a jamais été prouvé. Pas de prédisposition génétique, pas de transmission héréditaire. Pour l'étude clinique, toujours le schéma typique de l'observation médicale. L'observation médicale, tu as fait l'anamnèse, tu as le contexte épidémiologique, tu as le correct. Tu as l'examen physique, l'examen clinique, les signes fonctionnels et l'examen physique. Les signes fonctionnels, il faut développer toutes les signes en rapport avec la pathologie. Donc, je trouve la tumeur de vessie, malgré la tumeur de vessie, mais c'est très facile de faire des renseignements, un ensemble de signes cliniques en rapport avec la pathologie. La physiologie a un rôle, l'anatomie a un rôle, c'est l'examen physique. L'examen physique aussi, c'est une orientation anatomique, le siège de la douleur تعرفوا les signes en rapport avec un envahissement ou là تعرفوا les rapports anatomiques شرعية. On fait des examens à demander, c'est l'ensemble en chirurgie, on préfère commencer, on commence par les examens morphologiques. En ensemble de chirurgie, on opère, on demande des examens morphologiques, on fait l'évaluation, c'est les examens biologiques, les examens morphologiques, les examens biologiques. Après, c'est le traitement Pour l'étude clinique, on a les circonstances de découverte. Les tumeurs de vessie sont des tumeurs qui saignent. Le signe pathognomonique
ou le signe le plus important, le plus fréquent, c'est une hématurie macroscopique caillotante. Une hématurie urologique, pour faire la différence entre une hématurie urologique et néphrologique cliniquement, c'est une hématurie caillotante qui se caillote, alors que l'hématurie néphrologique, c'est une hématurie qui ne forme pas de caillot de sang, comme les facteurs de coagulation. Soit une hématurie macroscopique caillotante, c'est un signe pathognomique qui oblige le patient et sa famille de consulter le plus tôt possible avec une alarme générale. Ou une hématurie microscopique découverte lors d'un examen, lors de la réalisation d'une bandelette urinaire ou la réalisation d'un examen cytobactériologique des urines. Cette hématurie, lorsqu'elle est typique sur le plan sémiologique, c'est une hématurie de type terminal, c'est une hématurie vésicale. Mais l'hématurie, lorsqu'elle est importante, elle est toujours une hématurie totale. La cystite, le premier signe c'est l'hématurie, le deuxième signe c'est la cystite. La cystite c'est les signes d'irritation vésicale. Pour la curer, sensation de gêne, de douleur ou de gêne pelvien, c'est cette cystite chez l'homme ou la femme, soit une cystite vraiment bactérienne, on a une infection derrière cette cystite, ou là une cystite abactérienne. La cystite abactérienne, on a des signes inflammatoires sans qu'il y ait un germe isolé sur l'examen cytobactériologique des urines. La cystite bactérienne chez l'homme, même le premier épisode de cystite bactérienne, il faut l'explorer. Il n'a pas de raison pour faire une cystite. La contamination est très rare chez l'homme. Alors chez la femme, il faut explorer toute cystite récidivante. Alors que les cystites abactériennes, il faut l'explorer. On n'a pas de germe, on a des signes d'hypolachérie, d'impériosité, nicturie. Il faut explorer le patient. Examen cytobactériologique, faire échographie abdominopelvienne et on peut réaliser même une cystoscopie exploratrice. Les autres signes, c'est la polachérie, on parle de cystite. Les autres signes, on cherche les signes en rapport avec un envahissement loco-régional ou là une complication. Lorsque la tumeur saigne, elle forme des caillots de sang, on aura une rétention vésicale aiguë. Lorsque la tumeur envahit, lorsque la tumeur saigne encore, on aura une anémie sévère avec altération de l'état général et hypotension. Lorsque la tumeur envahit les deux MIA, le développement local, on aura soit une colique néphritique unilatérale ou là une colique néphritique bilatérale. Lorsque l'obstacle est bilatéral, on aura quoi? Une insuffisance rénale aiguë ou une anurie, complètement une anurie. L'envahissement des organes de voisinage, l'envahissement du nerf obturateur des douleurs au niveau du membre inférieur, l'envahissement du rectum, on peut avoir même, dans les cas très développés, on peut avoir même des rectorragies. Insuffisance rénale chronique par atteinte progressive de deux artères. Un obstacle qui n'est pas aigu, un obstacle qui s'installe à court qui s'installe de façon progressive, cet obstacle-là, il ne sera pas à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë. Les urines trouvent le passage petit à petit, mais cet obstacle-là va entraîner une diurèse, va vous donner une diurèse conservée, mais c'est une diurèse osmotique. On va avec une insuffisance rénale chronique. Ce sont l'ensemble des signes fonctionnels. Quitte l'ensemble des signes fonctionnels, l'interrogatoire c'est facile. Qu'est-ce qu'il faut rechercher ce patient? Les facteurs de risque. La première c'est les facteurs de risque. Le début des symptômes. S'il ramène la notion d'hématurie, c'est lui qui va vous rapporter les critères de cette hématurie. Si on objective nous, l'hématurie, ça veut dire que c'est un signe physique constaté à l'observation. Il faut décrire les critères et on met de l'intensité, l'existence de facteurs de risque. L'examen clinique, une hématurie isolée avec un petit bourgeon ou une petite tumeur de vessie. L'examen physique, c'est un examen pauvre. On n'aura rien, sauf la notion ou là une hématurie objectivée. Mais en cas d'altération de l'état général ou de retentissement du saignement sur l'état général, on va retrouver une hypotension, une pâleur cutanéo-muqueuse, une altération de l'état général. Là, quand des caillots de sang, on a une rétention vésicale. Là, quand on va envahissement des MIA, on a des coliques néphrétiques, on a une anurie. Le tableau clinique est complet. Mais en cas de tumeur, d'une petite tumeur de vessie qui saigne avec un saignement peu abondant, intermittent, au début, l'état général est conservé, le patient n'a aucun symptôme, avec un examen clinique pauvre. Après la clinique, on a parlé des signes fonctionnels de l'examen clinique, les examens paracliniques.
On les divise en deux entités. Les examens paracliniques à visée diagnostique. On recherche un diagnostic de certitude, un diagnostic positif. On a une hématurie, on peut penser à plusieurs choses. C'est les diagnostics différentiels de l'hématurie, néphrologiques, les néphropathies, les problèmes néphrologiques, les polykystoses. Les problèmes urologiques, c'est tous les cancers de l'arbre urinaire, toutes les lithiases, toutes les infections spécifiques et non spécifiques, les traumatismes. Alors, il faut pour retrouver ou pour constater ou pour confirmer la présence d'une tumeur de Vici, on a des examens paracliniques à visée diagnostique. Une fois qu'on confirme le diagnostic, on recherche l'extension de cette tumeur. C'est les examens paracliniques à visée bilan d'extension. Les examens paracliniques à visée diagnostique, c'est la cytologie urinaire. Ce n'est pas l'examen cytobactériologique, c'est la cytologie urinaire. C'est un examen réalisé par les histopathologistes. Il faut ramener les urines du dernier jet. Ce n'est pas le milieu du jet, c'est le subu. Le subu chendero. Et le maladie, il urine la première quantité. On ne fait pas la collecte du premier jet. C'est le milieu du jet pour faire le subu. Pour la cytologie urinaire, c'est le dernier jet. Pourquoi le dernier jet? On recherche les sédiments, les cellules qui se discourent et qui restent dans la vessie. À la fin de la miction, on va les éliminer. Ces cellules, cette cytologie urinaire, elle permet d'orienter le diagnostic, mais pas de le confirmer, surtout dans les tumeurs de haut grade. Les examens d'imagerie, on a l'échographie suspubienne, l'échographie abdominopelvienne, elle a une grande sensibilité pour les bourgeons, les tumeurs de plus de 5 mm. Une faible sensibilité pour les tumeurs de moins de 5 mm. Elle permet de préciser la taille, le siège de la tumeur, et peut-être le retentissement, c'est le haut appareil urinaire s'il y a une obstruction du MIA ou là. En cas de l'échographie endorectale, lorsqu'on a un sujet obèse où la réalisation d'une échographie suspubienne est difficile vu l'épaisseur de la paroi, on peut bénéficier d'une échographie endorectale à vessie pleine. Une échographie endorectale à vessie pleine. Une échographie négative ne permet pas d'éviter la cystoscopie. Une échographie négative n'élimine pas le diagnostic d'une tumeur de vessie. On a des tumeurs de vessie de 2-3 mm, des tumeurs de vessie planes et des carcinomes in situ, des carcinomes in situ qui ne sont pas des bourgeons. Ce sont des tumeurs intraépithéliales. Une échographie normale, même comme une hématurie, il faut explorer toute hématurie jusqu'à là où vous arrivez à un diagnostic évident. يقولوا شي ماتيري راحت خلاص قادر تجي لي ماتيري avec une tumeur de vessie un petit bourgeon يروح المريض يروح après 2 mois 3 mois 4 mois une année يجيكم avec des métastases خلاص. La TDM, c'est un examen à double intérêt, un examen à visée diagnostique et à visée bilan d'extension. Il a plus de sensibilité que l'échographie abdominopelvienne en matière de tumeurs de moins de 5 mm, mais aussi il a un intérêt pour préciser l'envahissement de la paroi vésicale, l'envahissement des organes de voisinage. Aussi l'extension à distance, l'extension loco-régionale et l'extension à distance. اليو ما عندوش بلاص اليو في هذا الكور قديم اليو في بكري كانوا يديروا اليو في درك واحد ما يديروا ما كاينش لوندوسكوبي ديagnostic درك حوسنا on a parlé de la cytologie urinaire des examens d'imagerie on a parlé de l'échographie abdominopelvienne si le sujet est obèse ou il y a un mauvais passage des ondes des ultrasons à travers la paroi du patient on peut réaliser une échographie endorectale la TDM ou l'érotidium il vaut mieux faire une nérotidium et une nérotidium. On bête l'endoscopie diagnostique. L'endoscopie diagnostique, c'est un examen qui nous permet de visualiser la tumeur en intravésicale. C'est un examen réalisé sous anesthésie locale. On injecte la xylocaïne ou la 2%, un produit on fait une anesthésie locale à travers l'urètre. Et on fait un examen. On peut préciser le nombre des tumeurs, leur siège, la taille. Et elle permet de donner un diagnostic. On ne peut pas dire un diagnostic de certitude qu'il s'agit d'un cancer urothélial, mais qu'on a une tumeur de vessie. Avec la certitude diagnostique, c'est quoi? C'est l'anapathe. Soit qu'on a un cancer, ou là, on a une tumeur bénigne. Avec le diagnostic différentiel,
des tumeurs de vessie. C'est pas tout, 99% sont des cancers, presque 99%. Mais on a des bourgeons, là, des tumeurs qui sont des tumeurs bénignes. تقدر تشوفهم sous contrôle cystoscopique et ils ont la même forme et le même aspect qu'un cancer urothelial, des tumeurs urotheliales. Mais après l'étude anatome pathologique, en objectif des tumeurs par exemple de Von-Brun ou des papillomas inverses sont des tumeurs bénignes. Cette étape d'endoscopie diagnostique, si on a, c'est un moyen diagnostique, c'est un fibroscope souple, mais fiche le moyen de résection. Le traitement fait la résection. C'est un matériel qu'on utilise pour seulement visualiser la tumeur. Mais on ne la résection. Une fois on a l'échographie ou le scanner avec un bourgeon intravésical, cette endoscopie diagnostique n'a pas de place. On fout direct la résection. تروحش تزيد تحوس خلاص عندك une tumeur non intravésicale, on peut passer directement à la résection transurétrale de la vessie. La résection transurétrale de la vessie, chaque fois que c'est possible, il faut réséquer toute la tumeur et en ramenant les muscles. Réséquer toute la tumeur, c'est diminuer le risque de récidive. Et ramener les fibres musculaires, c'est de bien classer la tumeur et stadifier la tumeur. Avec une grande différence entre une tumeur qui est arrivée aux fibres musculaires et la tumeur qui n'a pas touché les fibres musculaires. Les tumeurs qui ont touché les fibres musculaires sont des tumeurs considérées comme des tumeurs infiltrant le muscle. Et les autres tumeurs qui n'ont pas touché les muscles, qui n'ont pas arrivé aux muscles, ce sont les tumeurs non infiltrant le muscle, dont la prise en charge est totalement différente et le pronostic est totalement différent. Alors, il faut faire une résection complète, il faut préciser la cartographie de la tumeur, soit le siège, comme le dôme, la paroi latérale droite, la paroi latérale gauche, le trigone, le bas-fond, ou le nombre, la taille de la tumeur, c'est très intéressant, au-delà de 3 cm ou moins de 3 cm. La tumeur, elle est unique ou multiple. Et l'aspect pédiculé ou sessile, une tumeur pédiculée, c'est une tumeur qui a une base d'implantation fine, une petite base d'implantation. Une tumeur sessile, c'est une tumeur qui a une large base d'implantation. La tumeur pédiculée, elle est devant pronostic par rapport à la tumeur sessile. Moins de risque de récidive. Les biopsies randomisées ne sont pas plus de routine. Pour rechercher les zones suspectes de CS, il faut des zones suspectes. Il faut une zone de coloration différente. Mais il y a la tumeur, mais de coloration différente par rapport à une autre zone. Il y a des biopsies. On fait des biopsies randomisées, ça veut dire qu'on fait des biopsies au niveau de toutes les parois vésicales. Parois latérales, mais l'examen à la lumière bleue après l'injection de l'X-Vix. Il injecte l'X-Vix sur le malade. Après 1 heure de temps, il y le bloc. On va dire l'examen à la lumière bleue. On a la lumière blanche. Ça améliore la détection des CS. Les CS, les carcinomes in situ sont des carcinomes de mauvais pronostic, de haut grade. De mauvais pronostic et de haut grade. La réalisation de cet examen à l'X-Vix et la lumière bleue permet d'améliorer la détection des CS, permet d'améliorer la stadification et de diminuer le risque de récidive. Améliore significativement le diagnostic du CS et la qualité de la résection et un impact sur la récidive tumorale. Chaque fois qu'on résecte la totalité de la tumeur, chaque fois qu'on a l'information qu'on a des CS, on classe bien notre tumeur. Par exemple, il y a un PTA, petite tumeur de 3 cm, mais à côté CS, mais je touche. PTA, premier diagnostic, moins de 3 cm, tumeur unique, c'est du faible risque. On fait les POP, l'installation post-opératoire, et avec une surveillance, s'il n'y a pas de récidive. Mais en objectivant les CS, le carcinome in situ à côté en utilisant cette lumière bleue, on améliore la stadification, ça veut dire que c'est une tumeur de haut grade, CS, c'est une tumeur de haut risque qui doit bénéficier des installations de BCG-thérapie. Les 6 installations, 3 installations, des contrôles réguliers chaque 3 mois, chaque 6 mois, on va être collé. Les examens paracliniques à visée bilan d'extension, c'est la TDM, on a parlé d'une TDM thoraco-abdominopelvienne. Elle permet d'évaluer l'extension locale
concerne la paroi vésicale, le rectum, la prostate, le vagin chez la femme, l'utérus, la paroi abdominale, l'extension au-dessus, s'il y a une tumeur du dent vésical au niveau des onces, les adénopathies pelviennes, qui sont considérées comme des adénopathies, métastatiques si leur diamètre dépasse les 8 mm, on peut des adénopathies rétropéritonéales. Les adénopathies pelviennes, le corps original considéré comme N9, la classification, TNM. Les adénopathies qui dépassent la bifurcation de l'aorte, en rétropéritonéal, on parle d'adénopathie métastatique M, M. C'est considéré comme M+, ou la M0. بس الآن ce sont les adénopathies pelviennes, les adénopathies ilio-obturatrices, ou là au contact de l'artère et la veine iliaque primitive. En cas de signe d'appel, on peut demander une TDM cérébrale, une scintigraphie osseuse, en cas de signe d'appel. Mais le standard, les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, c'est la TDM thoraco-abdominopelvienne. Les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, au cours de leur surveillance, on peut demander quoi? Une neuro-TDM en cas d'absence de tumeur au niveau de la vessie. Par exemple, une tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Avec absence de récidive. Le malade, il n'a pas de récidive. Récidive objective et cystoscopie ou la imagerie ou la couche. On fait une cytologie urinaire qui est objective, la présence de cellules de haut grade. Ça veut dire qu'on a une tumeur quelque part. Pas au niveau de la vessie, mais on a de l'épithélium urothélial au niveau des uretères et au niveau du pylon et du calice. Il faut faire une urothédième à la recherche d'une tumeur simple, d'une tumeur des voies excrétrices hautes, qui se sont des tumeurs du même type anatomopathologique que les tumeurs de vessie. C'est bon, en cas de contre-indication pour la réalisation d'une TDM, on réalise l'IRM abdominopelvienne et l'IRM à sa place, et on ne parle pas ici de la TDM ou d'un suppléant pour la TDM, à sa place pour les jeunes femmes qui ont toujours le désir d'avoir des enfants. Les tumeurs de vessie, le traitement d'une tumeur de vessie infiltrant le muscle chez l'homme, c'est la cystectomie. Le traitement standard, c'est la cystoprostatectomie. On enlève la vessie et la prostate. Pas d'enfant, c'est bon. Pas d'enfant, pas d'érection, pas de Chez la femme, pour les femmes qui désirent encore avoir des enfants, il faut conserver l'utérus chaque fois que c'est possible. Ce qui prime, c'est le traitement carcinologique. Il faut sauver les malades, il faut les traiter. Il faut enlever toute la tumeur et les organes et les éléments qui peuvent être à l'origine d'une récidive locale, la narrolica. Il faut enlever la vessie, l'utérus et la paroi antérieure du vagin. Et si c'est possible chez les femmes âgées, d'enlever les deux paramètres, les ovaires et les trompes. Mais chez une femme jeune qui désire encore, qui veut avoir des enfants, il faut faire une IRM. C'est le meilleur moyen pour évaluer la limite entre la vessie et l'utérus. Si l'utérus est sain et on a une limite nette entre la tumeur, et on peut faire un traitement carcinologique, si on peut réaliser un traitement carcinologique en conservant l'utérus, on fait une cystectomie simple. On enlève seulement la vessie. Mais pour être carcinologique, il faut enlever l'utérus. Pour être carcinologique, en enlevant la vessie, on va préserver une vie génitale normale chez la femme, mais il y a un risque de récidive. Ce sont des images qui objectivent les bourgeons intravésicales. Le bourgeon, il est toujours en échographie, le bourgeon, il est toujours en continuité avec la paroi. Lorsqu'on mobilise le malade sur son flanc droit ou la flanc gauche, on n'aura pas une mobilité ou un changement de position de ce bourgeon. À la différence de quoi? D'un caillou de sang. Si on aura un caillou de sang, il a le même aspect que la tumeur de vessie sur l'échographie. C'est une formation hyperéchogène. Hyperéchogène intraluminal. Si le caillou de sang est très grand, les radiologues n'arrivent même pas à faire la différence entre une grosse tumeur et un caillou de sang important. Le caillou de sang se fragmente.
C'est le mode Doppler, il n'est pas vascularisé, et il est mobile. Qui te met la position de le côté droit ou le côté gauche, il y a pas de caillot de sang, alors que la tumeur de Vici, elle garde la même position. Alors, des images, l'image, c'est l'aspect de la tumeur, c'est on perd opératoire. Les deux images, la première image, c'est un scanner. La deuxième, c'est la différence. Évaluation de l'extension ganglionnaire. La recherche de métastases osseuses en cas de signe d'appel. Qui a une tumeur de vessie infiltrant le muscle, le standard chez vous. On a fait une résection. On a une étude anatomopathologique en faveur d'une tumeur qui a envahi le muscle. C'est une tumeur infiltrant le muscle. On réalise comme bilan d'extension une TDM thoraco-abdominopelvienne. En cas de signe d'appel, par exemple de l'aire osseuse, on peut réaliser une scintigraphie osseuse. Si elle n'est pas concluante, on peut la coupler à une TDM osseuse ou des biopsies osseuses. En cas de signe d'appel cérébral, on peut dire au scanner cérébral. Mais le standard, c'est une TDM thoraco-abdominopelvienne. Chez la femme jeune qui désire avoir des enfants, il faut réaliser une IRM afin de réaliser un traitement carcinologique en conservant l'utérus. Sinon, il faut faire l'ablation de tout pour conserver la vie de la patiente. Pour l'étude anatomopathologique, le TNM. La classification TNM, c'est une classification qui permet de classer la tumeur en elle-même, l'envahissement des différentes couches de la vessie. Le T, le N, c'est la présence en nom de métastases ganglionnaires. Le M, c'est la présence en nom de métastases. Le T, on a T0, c'est l'absence de tumeur dissolable. TIS ou CIS, c'est des carcinomes in situ. Le TA, c'est un carcinome papillaire non infiltrant. Il y a une différence entre le TA et le CIS. Le TA, c'est un bourgeon tumoral qui n'a pas envahi, c'est un bourgeon tumoral superficiel. Le CIS, ce sont des tumeurs planes, de pronostic péjoratif. Le T1, c'est l'envahissement du chorion muqueux. T2, l'envahissement du muscle, soit superficiel, le muscle profond. Le T3, l'envahissement de la graisse périviscérale, microscopique ou macroscopique. T4, c'est l'envahissement des organes de voisinage. T4A, chez l'homme, c'est l'envahissement de la prostate. Chez la femme, c'est l'envahissement de l'utérus ou du vagin. T4B, c'est l'extension vers la paroi vésicale, vers la paroi abdominale. Le N0, c'est l'absence de métastase. N1, la présence d'une seule adénopathie de moins de 2 cm. Le N2, c'est la présence d'une adénopathie entre 2 et 5 ou plusieurs adénopathies moins de 5. كاين وحده 4 وحده 1 وحده 0,5. Le N3, une adénopathie de plus de 5 cm. Les métastases, soit qu'on a des métastases M0 ou on n'a pas on a des métastases M1 ou on n'a pas de métastases, c'est M0. Lorsqu'on parle d'adénopathie et de métastases, les adénopathies pelviennes, c'est le N. Adénopathie pelvienne de plus de 8 mm, nous classons N. درت scanner المريض تاعك لقيت des adénopathies pelviennes وما لقيتش des adénopathies rétropéritonéales, pas de métastases. Classé par exemple T2, N ما على باليش N2 par exemple, M0. بصح درت un scanner لقيت des adénopathies pelviennes et des adénopathies rétropéritonéales. شوف الا كان ما لقيتش des adénopathies pelviennes ما تقدرش تلقى rétropéritonéal. C'est le chemin de la LEMS, c'est un chemin ou c'est un trajet ascendant. يبدا من تحت ويطلع. كي يكونوا عندكم دي زادينوباتي بيلفيان من بعد راح يولي يبروغريسي ويوليو عندكم لا كونتاميناسيون دي غونغليون ريترو بيريتونيو ومن بعد يوليو دي زادينوباتي ريترو بيريتونيال. لي زادينوباتي ريترو بيريتونيال تهزهم كوم ام بلس. لي زادينوباتي بيلفيان تهزهم كوم ان 1 2 3 على حسب لو فوليوم لو ديامتر تاعهم. في ليتيد اناتوموباثولوجيك عندنا اوسي لو غرادينغ سواء غراد 1 غراد 2 ولا غراد 3. هادو من 1973 دروك من 2004 في لو ام اس on fait la différence entre le haut grade et le bas grade. Mais en 2018 ils ont fait le retour vers le grading, le grade 1, le grade 2, le grade 3. Surtout l'association européenne et les américains يهضروا بزاف على le grade 1 2 3 G1 G2 G3. روح لهكا زيد فوت زيد. L'intérêt, notre intérêt de cette étude, c'est de faire ce qui est mieux pour le patient, c'est de le traiter.
pour améliorer notre prise en charge thérapeutique, il faut bien stadifier notre tumeur. On a une tumeur, on a réséqué cette tumeur, on va la classer au premier lieu tumeur de vessie infiltrant le muscle, tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, c'est une entité à part. Pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, c'est là où il faut classer la tumeur en risque. On a le faible risque, le risque intermédiaire, le haut risque et le très haut risque. Tous les éléments, les ont un intérêt pour la classification. Le nombre de tumeurs, soit une tumeur, c'est une tumeur récidivante où il s'agit du premier diagnostic, la taille de la tumeur, l'examen, moins de 3 cm, plus de 3 cm. Maintenant, la tumeur, d'une l'étude anatomopathologique, soit des hauts grades ou des bas grades, soit elle est associée à un carcinome in situ ou là, qu'il y a des emboles lymphovasculaires ou là, qu'il y a une composante sarcomatoïde ou là. On aura une classification en 4 risques, 4 groupes. Le risque faible, c'est une tumeur. C'est difficile à apprendre, mais je vais t'arrêter. En général, l'examen, c'est قليل وين يجيبوه. Il faut apprendre ça, c'est très intéressant. Quand on a les tumeurs de vessie, avec la prise en charge, elle est totalement différente. Qui a faible risque, on peut faire une installation après l'intervention, dans les 24 heures qui suivent l'intervention. On bat une surveillance pendant 5 ans, c'est bon. Mais pour le haut risque, on peut même proposer, le très haut risque, on peut même proposer une cystectomie, malgré que c'est une tumeur qui n'infiltre pas le muscle. On a les tumeurs qui infiltrent le muscle qui doivent bénéficier d'une cystectomie. Mais les tumeurs de très haut risque, vu le risque de récidive et le pronostic qui n'est pas bon du tout, on peut proposer à ces patients une cystoprostatectomie. Moi, je vais la table. Pour le traitement, les moyens thérapeutiques. Le premier moyen, c'est l'arrêt du tabagisme. Le premier moyen thérapeutique, c'est l'arrêt du tabagisme. Le deuxième moyen, c'est l'arrêt du tabagisme. On le considère comme le chef de la prise en charge. Si on n'arrête pas le tabagisme, c'est le facteur de risque, le premier facteur de risque, on est toujours exposé au facteur de risque. On est toujours exposé au risque de récidive important. Les moyens chirurgicaux, on a la résection trans-érythrovésicale, la RTUV. L'utilisation, on a le moyen qu'on utilise, c'est un résecteur. Le résecteur soit monopolaire ou bipolaire. La résection, elle se fait sous contrôle visuel, avec une caméra et un agrandissement important qui nous permet de réaliser le geste avec moins de risques. Le liquide qu'on utilise pour le résecteur monopolaire, c'est le glycocol. Pour le résecteur bipolaire, c'est le sérum salé. Là, le glycocol, sérum salé, le résecteur monopolaire, on est limité dans le temps. Si on aura une grosse tumeur, une tumeur importante, on est limité dans le temps par une heure de résection. Sinon, on aura un syndrome adénome de prostate, la résection, les complications de la résection. Le TERP syndrome. Après, si on dépasse une heure de résection avec un résecteur monopolaire et un liquide d'irrigation type glycocol, on est exposé au TERP syndrome. Le syndrome de la résection transurétrale de la prostate. TERP syndrome, c'est en anglais. Alors, si on utilise la bipolaire, on a assez de temps, on a tout le temps pour réséquer toute la tumeur. Si c'est possible, hein, parce qu'on a des tumeurs non contrôlables par voie endoscopique. Ces tumeurs-là, une grosse tumeur qu'on ne peut pas réséquer. Il y a des tumeurs de volume qui occupent toute la vessie qu'on ne peut pas réséquer. On propose aux patients d'emblée une cystectomie. C'est une autre indication. Les indications des tumeurs infiltrant le muscle ou les tumeurs de très haut risque. Les tumeurs non contrôlables par voie endoscopique. Une grosse tumeur, on ne peut pas réaliser une résection complète. Le premier moyen, c'est la résection. Le deuxième moyen, c'est la cystectomie partielle. La cystectomie partielle, c'est comme son nom l'indique, c'est la résection d'une partie ou l'ablation d'une partie de la vessie intéressée par la tumeur.
Elle a des indications très très limitées pour être carcinologique. Notre objectif, c'est d'être carcinologique. Si on n'est pas carcinologique, il ne faut pas réaliser aucun moyen, sauf si dans le cadre du palliatif. La cystectomie partielle, pour qu'elle assure des résultats carcinologiques, elle a des indications très limitées. La cystectomie radicale, chez l'homme, c'est la cystoprostatectomie, chez la femme, c'est la pelvictomie antérieure. C'est le traitement de référence pour les tumeurs de vessie ayant infiltré le muscle et au-delà. La cystectomie radicale consiste en l'ablation de la vessie et des organes adjacents, la prostate et les vésicules séminales chez l'homme, la paroi antérieure du vagin et l'utérus chez la femme, et les annexes chez la femme qui est la femme âgée. Avec un curage ganglionnaire, le curage, c'est un curage systématique, un curage ilio-obturateur bilatéral, soit un curage standard ou là un curage étendu. Un curage standard, c'est le curage qui intéresse le territoire limité par l'artère et la veine iliaque externe, l'artère et la veine iliaque interne et le nerf obturateur. C'est le standard. Étendu, c'est un curage étendu vers l'artère iliaque externe. Super étendu, c'est un curage étendu vers l'artère mésentérique inférieure. Super étendu. D'accord. La super étendue, ils ont fait une étude comparative entre la morbidité et l'intérêt ou les intérêts de cette curage. Ce n'est pas un curage qui apporte un plus pour un malade, vu la morbidité et l'inforée importante en post-opératoire. Après la chirurgie, on a les moyens de dérivation. Après l'ablation de la vessie et la prostate chez l'homme, l'ablation de la vessie et l'utérus chez la femme, le seul réservoir pour les urines, et on l'avait enlevé. Il faut assurer aux patients une dérivation des urines. On a des dérivations externes et des dérivations internes. Pour les dérivations externes, on a des dérivations continentes. Il peut retenir les urines. On a des dérivations incontinentes. Et la même chose pour les dérivations internes. On a des dérivations continentes et incontinentes. Les dérivations externes, on a les dérivations soit bilatérales, uréterostomie bilatérale, l'abouchement des deux urétères à la peau, l'abouchement d'une façon bilatérale, ou l'abouchement des deux urétères en canaux de fusée d'un seul côté, l'abouchement en Y d'un urétère dans un autre urétère et l'abouchement de l'urétère libre à la peau, c'est une uréterostomie unilatérale en Y. On a l'abouchement des deux urétères dans un bout dense ilial, c'est le briquet. On a des dérivations externes et des dérivations internes. Les dérivations externes, il y a des continents et incontinents. Les dérivations internes, il y a des dérivations continents et incontinents. C'est l'abouchement des deux urétères à la peau, uréterostomie cutanée bilatérale. C'est une dérivation externe non continente. Ici, c'est l'abouchement des deux urétères au niveau des sigmoïdes. C'est une technique abandonnée vu le risque de PNA important, de reflet, le risque de PNA important. C'est une dérivation interne incontinente, c'est-à-dire externe incontinente, interne. Elle est une dérivation, c'est une vessie de remplacement type Studer, vessie de remplacement, entérocystoplastie de remplacement, l'abouchement des deux urétères au niveau de l'anse et l'anastomose érythro-niovessie. C'est une dérivation interne continente. C'est une vessie à basse pression dont la miction doit être réalisée d'une façon volontaire par le patient. Il n'a pas la sensation de vessie pleine, mais il doit vider sa vessie, par exemple, chaque 3 heures, 4 heures. On a un patient qui est au service. On a une vessie de remplacement. Les installations, on parle toujours des moyens thérapeutiques. On a parlé de l'arrêt du tabagisme, les moyens chirurgicaux, la résection, la cystectomie partielle, la cystoprostatectomie chez l'homme, la pelvictomie antérieure chez la femme. On a parlé aussi des dérivations urinaires
Et on parle des instillations endovésicales, on parle de la chimiothérapie, puis la radiothérapie. Ce sont tous les moyens qu'on utilise dans le traitement des tumeurs difficiles. Mais les indications, chaque classe, chaque grade ou chaque risque, il a ses indications propres à lui-même pour assurer le meilleur contrôle. Le meilleur contrôle, c'est on a un risque faible, on conserve la vie, si on conserve une vie génitale normale chez la femme, chez l'homme, tout en contrôlant le cancer. Si on a un risque, un non-risque ou là, une tumeur qui infiltre le muscle, on réalise un traitement carcinologique au profit de tout ce plaisir de vie. Pas de vie sexuelle, pas de procréation. Comme c'est ce qui prime chez les patients, c'est le traitement carcinologique. Comme un standard, un traitement carcinologique. La cystectomie, cystoprostatectomie. En fait, il y a d'autres moyens thérapeutiques, mais qui n'ont pas la même place que le traitement carcinologique, qui est la cystoprostatectomie. Il y a un malade qui te propose une cystoprostatectomie pour le malade, il fait l'intervention. Le traitement carcinologique هذاك هو ما عندوش حاجه خلاف يروح عند واحد خلاف un collègue ولا خلاف يقول له يعطيه un autre moyen mais c'est pas le moyen standard يعطيه par exemple le traitement trimodal بعد تشوفوا c'est la résection la chimio et la radiothérapie mais هذا عنده des indications très limitées باه يكون carcinologique بصح mais le risque de récidive est très important par rapport à cette formule alors عنده des indications très ما تقولوش المرض هو اللي proposer le traitement اللي لازم يدير. Pour les installations endovésicales, c'est l'immunothérapie ou la chimiothérapie. On a maintenant d'autres moyens thérapeutiques vu la pionnière de la BCG-thérapie comme la gemcitabine. On a l'installation de la chimiothérapie mitomycine hyperthermique. La BCG-thérapie, elle permet de diminuer le risque de récidive et de progression. La récidive, c'est la réapparition de la même tumeur. La progression, c'est la réapparition d'une autre tumeur avec un stade plus élevé. Par exemple, quand TA tous les T1, quand T1 tous les T2, c'est la progression. L'installation de BCG-thérapie, elle permet de diminuer le risque de récidive et de progression. Alors que l'installation de mitomycine C, elle permet de diminuer le risque de récidive. Et pas le risque de récidive. La chimiothérapie, c'est un moyen thérapeutique pour les tumeurs métastatiques. On a aussi pas seulement pour les tumeurs métastatiques, mais aussi pour les tumeurs infiltrant le muscle, dans le cadre d'une chimiothérapie néoadjuvante, avant l'intervention chirurgicale, même en absence de métastase. La radiothérapie, c'est un moyen thérapeutique, soit dans le cadre du traitement curateur, la prise en charge trimodale des tumeurs de vessie, la résection, la chimiothérapie, la radiothérapie, ou là, dans le cadre d'un traitement palliatif, c'est dans un but soit ontalgique, diminuer les douleurs via l'envahissement locorégional, ou là, un but hémostatique. Les indications thérapeutiques, le traitement de tumeurs diffère totalement en fonction des stades histologiques. Pour les tumeurs de faible risque, la résection, l'étude anatomopathologique, la résection, l'EPOP à la mitomycine, l'EPOP c'est l'installation post-opératoire précoce de la mitomycine. Chaque tumeur réséquée, qui est réséquée la première fois, mais on a une idée sur le stade ou le grade. Tu as réséqué une tumeur, quelle que soit la taille ou le siège, d'une façon totale, en absence de perforation et d'hémorragie. Ces malades doivent bénéficier d'une installation post-opératoire précoce. Les études ont démontré qu'on diminue le risque de récidive de 30% en faisant seulement cette installation post-opératoire. Le patient doit bénéficier de cette installation dans les 24 heures. Dans les premières 24 heures, me dépassez. Le risque intermédiaire, c'est la résection transurétrale de la vessie et les installations de mitomycine. On a un protocole d'installation. Après 4 semaines de cicatrisation, on a comme une installation hebdomadaire, 6 installations. On va faire des installations mensuelles pendant une année. Ce sont des protocoles. S'il y aura une récidive ou une progression, une récidive après mitomycine, le patient, on peut passer à la BCG-thérapie. Le haut risque, c'est la résection plus BCG-thérapie. Un entretien de 3 ans, c'est le schéma de l'âme, LA2M, c'est le schéma de l'âme étendu sur 36 mois. Si le patient tolère la BCG-thérapie en absence d'effets secondaires importants. Avec la BCG-thérapie, c'est de la BCG, c'est des bacilles atténués.
Un effet local, c'est la toxicité locale, et un effet immunologique. La tumeur. On peut avoir même les signes de la tumeur. On a des contre-indications formelles. Quelles sont les contre-indications? L'immunodépression acquise ou là. Acquise ou là, acquise ou l'extérieur. عندكم les difficiles, l'immunodépression, زيدوا. Une tuberculose évolutive. Les tumeurs de très haut risque, pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, on a fait une résection, une étude d'anatome pathologique. L'étude d'anatome pathologique est revenue en faveur d'un carcinome érothélial infiltrant le muscle. On réalise quoi? Un bilan d'extension. Un bilan d'extension et une évaluation sur le plan anesthésique. Si le patient tolère ou non un geste lourd. La cystectomie, c'est un geste lourd, c'est pas un geste simple. Mais c'est comme l'hernie inguinale. C'est un geste lourd. Il y a des patients qui ne peuvent pas tolérer une anesthésie de 4 heures de temps ou de 5 heures de temps, avec un saignement probable. Il faut faire toute l'évaluation, une TDM thoraco-abdominopelvienne. On classe les tumeurs en T2, la T3, 1, 0, 1, 0, T2, T4, 1 plus, 1 plus, ou là, M plus. Soit qu'on a des T2, T3 sans envahissement ganglionnaire, sans métastase à distance, ou là avec métastase, avec des adénopathies envahies, ou là avec des métastases à distance. Maintenant, est-ce que le malade tolère le geste, tolère une chimiothérapie ou là? Kingolo fit sont des malades qui ne tolèrent pas une chimiothérapie. Kingolo fit, c'est un malade qui tolère une chimiothérapie. بعد نشوف على حسب الاربر ديسيزيونال لكن يعني واش تشفاو بزاف beaucoup plus en cas d'absence de métastase on peut réaliser une chimiothérapie néoadjuvante avec cystectomie même on peut dépasser cette chimiothérapie malgré les études داروا des études خرجوا 2016 la chimiothérapie néoadjuvante en absence de métastase et avant la cystectomie elle a des objectifs suivants, c'est de diminuer la taille de la tumeur, elle augmente la résicabilité et la qualité du geste, elle permet la destruction des micrométastases avec après la chirurgie, il y a des cellules qui راحوا بعد يبانوا لك les métastases, elle permet d'améliorer la survie globale de le patient, mais elle permet d'augmenter le délai de réalisation de la cystectomie de 3 mois à 5 mois. Le diagnostic, il faut opérer le patient dans les 3 mois après le diagnostic pour augmenter la survie globale, diminuer le risque de suicide. Qui dit la chimiothérapie néoadjuvante, t'as dit 5 mois. Mais si les recommandations هذا بعد كي تقعد معاه يقول لك انا ندير cystectomie ما نستناش. C'est une pathologie très agressive. La tumeur de vessie, c'est une pathologie très agressive. لازم يوبيري المريض le plus tôt possible. كان قادر يدير diagnostic اليوم توبيري هذا توبيري. C'est une pathologie qui n'attend pas. Même le laisser-passer des Algériens, ça augmente le risque d'envahissement locaux-régional, le risque de métastase. Une fois يحبس له السينما يروح. المهم يدير له ريزيكسيون الاولى يحبس السينما يروح. ما يزيدش يرجع. Il faut expliquer aux patients que c'est une tumeur qui récidive, qui progresse et que c'est une tumeur de pronostic sombre. La surveillance après traitement, c'est une surveillance cystoscopique, cytologie urinaire, érotidienne et la surveillance clinique. C'est après pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, c'est la surveillance, l'évaluation clinique des patients. C'est la TDM thoraco-abdominopelvienne chaque année. En cas d'urètre laissé en place, c'est l'érythroscopie. Il faut surveiller l'urètre. Si on a laissé en place l'urètre. Les tumeurs de vessie sont fréquentes. Les facteurs de risque, le premier facteur de risque, c'est le tabac. Mais ainsi, on a l'exposition chimique professionnelle. Évoqué, c'est l'interrogatoire, les maturés et l'examen clinique et biologique. On confirme les tumeurs de vessie par l'endoscopie et l'étude d'anatome pathologique. Après la réalisation de l'étude d'anatome pathologique, ça nous permet de faire une classification des tumeurs et de guider notre prise en charge thérapeutique. Les récidives très fréquentes, d'où l'intérêt d'une surveillance prolongée.